Le ciel de Keter Prime s'embrasait sous les flammes de la guerre. Anna se tenait sur le pont de la dernière station de défense kétérienne, impuissante face aux vaisseaux ennemis qui déchiraient leurs défenses orbitales comme du papier. Son peuple n'avait jamais été guerrier. C'étaient des explorateurs, des scientifiques, des êtres pacifiques qui consacraient leur temps à l'étude des étoiles plutôt qu'à la guerre. Commandant, nous avons perdu les secteurs 7 à 12, annonça son officier de transmission d'une voix tremblante. La flotte Vortan avance sur tous les fronts. Anna ferma les yeux un instant. Les Vortan étaient connus dans toute cette partie de la galaxie comme des conquérants. Ils déferlaient de système en système, écrasant toute résistance et réduisant en esclavage des populations entières. Il y a 3 mois, ils avaient exigé la reddition de Ketra. Face au refus de son peuple, l'invasion avait commencé. Combien de vaisseaux d'évacuation ont réussi à partir demanda-t-elle. Environ 40% de la population civile, commandant. Le reste est piégé sur la planète. 40%. Cela signifiait que des millions de ces sujets étaient encore là-bas, cachés dans des abris, tandis que les forces terrestres Vorton se préparaient à débarquer. Hannah avait vu ce que les Vorton faisaient aux populations qui leur résistaient. Les images des autres mondes conquis hantaient encore ses rêves. Commandant, appela un autre officier. Docteur Minho demande l'autorisation d'activer la balise de détresse. La balise de détresse, Anna avait presque oublié l'existence de ce vieux système. C'était une technologie ancestrale, installée des générations auparavant, lorsque son peuple avait atteint les étoiles pour la première fois. L'idée était simple. Si Ketra venait à être totalement détruite, il pourrait envoyer un signal de détresse aux civilisations voisines et espérer une aide extérieure. Est-ce que ça fonctionne vraiment demanda-t-elle. Le docteur Minot répond que oui, mais rien ne garantit une réponse. Le système sélectionne les destinataires au hasard, en fonction de la distance et du niveau technologique estimé. Anna contempla les plateformes orbitales en flammes. Il leur restait peut-être 6 heures avant que les Vortans n'aient fini de détruire leur défense spatiale et ne s'attaquent au bombardement de la planète en contrebas. 6 heures avant que son peuple ne soit victime d'un génocide. Dis-lui de le faire, murmura-t-elle. Dans son laboratoire, au cœur de la station de défense, le docteur Minot s'affairait frénétiquement aux commandes de la balise. La vieille machine bourdonna et crépita en s'allumant pour la première fois depuis des décennies. Minot était le scientifique en chef du conseil de défense kétérien. Bien qu'il n'eût jamais imaginé utiliser ses connaissances pour lancer un appel au secours désespéré, l'écran de la balise affichait des dizaines de destinataires potentiels disséminés dans les systèmes stellaires voisins. La plupart appartenaient à des espèces avec lesquelles les kétériens n'avaient jamais établi de contact. Certains étaient hostiles, ils le savaient. Quelques-uns étaient peut-être amicaux, mais sans doute sans la puissance militaire nécessaire pour lutter contre l'Empire Vortan. « S'il vous plaît », murmura Minot en activant la transmission. « Que quelqu'un, n'importe qui, aidez-nous. » Le signal jaillit de Ketra Prime à une vitesse supraluminique, porteur d'un message simple dans le langage commercial universel. Ici Ketra Prime, de la République de Ketran. Notre monde est attaqué par l'Empire Vorton. Nos défenses cèdent. La population civile est en danger immédiat. Toute aide serait grandement appréciée. Nous sommes un peuple pacifique menacé d'extinction. Aidez-nous, s'il vous plaît. Le message a atteint 17 systèmes stellaires différents dans l'heure qui a suivi. La plupart des gouvernements qui l'ont reçu l'ont classé sans suite ou ont poliment décliné. La Confédération altarienne était aux prises avec ses propres différends frontaliers. L'alliance commerciale du Nexus ne s'est impliquée que dans les conflits ayant des répercussions sur le commerce. Les chanteurs de cristal de Vega 3 ont envoyé leurs pensées et leurs prières. Mais sur une petite planète bleue nommée Terre, un événement différent s'est produit. L'amiral Jiho Park passait en revue les exercices de la flotte lorsque le lieutenant Yunali fit irruption dans son bureau à bord du vaisseau amiral TDS Harmony. Elle semblait à la fois excitée et inquiète. « Monsieur, nous avons reçu une transmission de détresse. » « C'est inhabituel. »« Qu'entendez-vous par inhabituel, lieutenant »
Il s'agit d'un appel de détresse provenant d'un système situé à une trentaine d'années-lumière d'ici. Cette espèce se nomme Keterans. Ils disent être attaqués et menacés d'extinction. L'amiral Park fronça les sourcils. Des Kétérines? Ce terme m'est inconnu. Sont-ce des colons humains? Inconnu, monsieur. Le logiciel de traduction a quelques difficultés avec leur langue. Mais le message semble clair. Ils ont besoin d'aide immédiatement. L'amiral Park afficha la transmission sur son écran personnel. Le message évoquait des bombardements orbitaux, des victimes civiles et un peuple pacifique menacé d'anéantissement. Ce qui attira son attention fut une phrase traduite par « Nos frères des colonies extérieures demandent une assistance immédiate. Lieutenant, combien de vaisseaux avons-nous dans la zone? Toute la 3e flotte mène des exercices dans le secteur de Proxima. Cela représente 47 vaisseaux, dont 6 cuirassés et 3 porte-vaisseaux. Et combien de temps faut-il pour atteindre le système Ketra? Environ 18 heures à vitesse maximale, monsieur. L'amiral Park se leva, lentement. Le message dépeignait des innocents attaqués par des forces agressives. Si ces Kétériens étaient effectivement des colons humains ayant perdu le contact avec la Terre, alors ils éteignent de son peuple. Et même si ce n'était pas le cas, le message décrivait précisément le type de situation qui exigeait une intervention humaine. Lieutenant, envoyez une réponse immédiate à Ketra Prime. Dites-leur que des secours arrivent. Ensuite, faites-moi venir le capitaine Kim à bord de l'Invictus et le capitaine Nam à bord du Phantom. Je veux que tous les commandants de flotte soient prêts pour un briefing dans 1 heure. Monsieur, ne devrions-nous pas contacter le commandement Terra d'abord? L'amiral Park marqua une pause. Le protocole exigeait une autorisation pour tout mouvement de flotte important. Mais le message évoquait un danger immédiat et des victimes civiles. Combien de personnes allaient mourir pendant qu'il attendait que des bureaucrates sur Terre débattent des options de riposte? Envoyez la riposte d'abord. Dites à ces Kétériens que l'humanité arrive. Contactez ensuite le commandement Terra et informez-les que j'active le protocole 7. Les yeux du lieutenant Yuna s'écarquillèrent. Le protocole 7 déclenchait la mobilisation générale. Il n'avait pas été utilisé depuis plus de 50 ans. Monsieur, en êtes-vous certain, lieutenant? Quelque part, des gens meurent sous les attaques de forces agressives contre des civils pacifiques. C'est précisément à cela que servait le protocole 7, transmettre le message. De retour sur Ketra Prime, le docteur Minot avait du mal à croire ce qu'il lisait. Sur les 17 civilisations ayant reçu leur appel de détresse, une seule avait répondu positivement. Une espèce nommée Humain de la Terre avait renvoyé un bref message. Ketra Prime, ici l'amiral Park de l'Initiative de défense terrienne. Nous avons reçu votre appel de détresse. Les secours arrivent. Tenez votre position et protégez les civils. Arrivée prévue dans 18 heures. Commandant Hana, Minot a appelé par le système de communication. Nous avons reçu une réponse. De qui? La voix de Hana a crépité dans les grésillements. Une espèce appelée Terra Humans. Ils disent que les secours arriveront dans 18 heures. Un silence s'installa. Que savons-nous d'eux? Minot consulta rapidement ses bases de données. Pas grand-chose. Ils sont répertoriés comme une espèce ayant récemment conquis l'espace, originaire d'une petite planète. D'après nos archives, leur présence militaire est limitée, mais ils ont répondu présent, ce qui est plus que quiconque. Sur la passerelle, Anna ressentit une lueur d'espoir, la première depuis des jours. Même si ces terriens ne pouvaient envoyer qu'une petite force, ce serait mieux que rien. Peut-être pourraient-ils au moins nous aider pour l'évacuation. Combien de temps avons-nous avant que les Vortans aient fini avec nos défenses orbitales? Demanda-t-elle. Peut-être 8 heures, commandant. 10 heures, si on a de la chance. 8 heures pour tenir jusqu'au secours. Anna regarda son équipage. Des hommes épuisés, terrifiés, qui luttaient depuis des jours dans un combat perdu d'avance. Ils méritaient de savoir que quelqu'un, quelque part, avait entendu leur appel au secours. Tous postes. Ici le commandant Hana. Annonça-t-elle par le système de communication du vaisseau. Nous avons reçu la nouvelle que des secours arrivent. Une espèce appelée Humain de la Terre envoie de l'aide. Il nous faut juste tenir encore un peu. Notre peuple compte sur nous. En parlant, Hana était loin de se douter que son simple appel de détresse
venait de déclencher la plus grande mobilisation militaire de l'histoire de l'humanité. Les terriens arrivaient et ils n'avaient pas d'autre choix. Jamais la salle de conférence du TDS Harmony n'avait vu autant d'officiers supérieurs réunis. L'amiral Park observa ses commandants de flotte, parmi les guerriers les plus aguerris et les plus expérimentés de l'espace humain. Ils avaient été arrachés à leurs exercices d'entraînement et à leurs patrouilles de routine sans presque aucune explication, avec pour seule indication qu'ils étaient confrontés à une situation d'urgence. Le capitaine Kyung-si Kim du cuirassé lourd TDS Invictus prit la parole en premier. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, à quoi avons-nous affaire exactement? Les documents de briefing font état d'une attaque contre des colons humains, mais je n'ai aucune trace de colonie dans cette région. » L'amiral Park activa l'affichage holographique au centre de la table. Le message de détresse extraterrestre apparut, accompagné des maigres renseignements qu'ils avaient pu recueillir sur la situation. La traduction est imparfaite, admit-il, mais l'essentiel est clair. Une population pacifique est attaquée par une entité nommée l'Empire Vorton. Elle subit des bombardements orbitaux et une invasion terrestre. Le nombre de victimes civiles ne cesse d'augmenter. Le capitaine Sujin Nam se pencha en avant sur son siège. Elle commandait la frégate furtive TDS Phantom, un vaisseau spécialisé dans la reconnaissance et les frappes chirurgicales. « Monsieur, leur langage est étrange. Sommes-nous certains qu'il s'agit de colons humains? Est-ce important ?» demanda l'amiral Park d'une voix calme. Un silence s'installa. Tous les présents connaissaient la réponse à cette question, même s'ils préféraient ne pas l'exprimer à voix haute. Le commandant Dong Hyun Choi, à la tête du détachement de Marines à bord du croiseur d'assaut TDS Retribution, s'éclaircit la gorge. « Monsieur, mes hommes sont prêts à partir, mais je dois savoir à quoi nous attendre. Quelle est la taille de cette force Vortan? » Inconnue, mais suffisamment importante pour submerger les défenses d'un système stellaire entier. Et nous n'y allons qu'avec la 3e. Flotte? L'amiral Park sourit d'un air sombre. Pas exactement. J'ai activé le protocole 7. Les réactions autour de la table oscillèrent entre un silence stupéfait et des sourires enthousiastes. Le protocole 7 n'avait pas été activé depuis la guerre des Centaures, 50 ans auparavant. Il impliquait la mobilisation totale de toutes les forces militaires humaines à portée de la crise. Le lieutenant Yunali entra dans la salle de conférence avec une tablette. « Monsieur, le commandement Terra a confirmé votre autorisation du protocole 7. Les mouvements de flotte ont déjà commencé. La 5e flotte quitte le secteur de Toseti. La 8e flotte quitte la base Luna. Les forces de défense coloniale de 12 systèmes fournissent des vaisseaux. »« Combien de vaisseaux au total ?» demanda le capitaine Kim. « On en compte actuellement 137, monsieur. De plus en plus de gens nous rejoignent toutes les heures. » Le capitaine Nam siffla doucement. « Ce n'est pas une force de secours, c'est une armada. » L'amiral Park acquiesça. « Le message que nous avons reçu décrit un génocide en cours. Des gens pacifiques massacrés par des forces agressives. Qu'ils soient des colons humains ou non, ils demandent de l'aide. Et lorsque des innocents implorent de l'aide de l'humanité, nous n'envoyons pas une force symbolique. Nous envoyons tout ce que nous avons. » Quelques heures plus tard, dans la salle des machines du TDS Invictus, l'ingénieur en chef Tae Ho-yu supervisait les préparatifs de ce que tous appelaient la riposte Ketra. Ses équipes travaillaient sans relâche pour préparer l'armement et les systèmes défensifs du vaisseau à un combat majeur. « Chef, les batteries principales sont chargées et prêtes, » rapporta le maître Jin à Park. « Nous avons chargé les nouveaux obus pénétrants en tungstène pour les canons électromagnétiques. Bien. Et les générateurs de boucliers, ils fonctionnent à plein rendement. Les modifications apportées aux réacteurs le mois dernier portent leurs fruits. Nous avons 20% de puissance supplémentaire. » Tejo hocha la tête, satisfait. L'Invictus était l'un des cuirassés les plus récents de l'humanité, conçu spécifiquement pour les batailles navales d'envergure. Ses canons principaux pouvaient perforer des astéroïdes et son blindage pouvait résister à tout, sauf à l'impact direct d'une torpille nucléaire.
Mais les grands vaisseaux n'étaient pas les seuls à se préparer. Dans tout l'espace humain, des vaisseaux plus petits rejoignaient également les forces d'intervention. Le capitaine Yoon Ji-yoon commandait le croiseur léger TDS Swift Justice, appartenant à la force de défense coloniale de Nouvelle-Séoul. Son vaisseau n'était pas aussi puissant que les cuirassés militaires, mais son équipage était tout aussi déterminé. « Madame, nous avons reçu nos ordres de mouvement », annonça son second. « Nous devons rejoindre le gros des forces dans le système. Ketra dans 16 heures. » Le capitaine Yoon examina l'affichage tactique. Des nouvelles de ce qui nous attend? Les renseignements indiquent une importante force impériale, plusieurs vaisseaux capitaux et des forces terrestres considérables. Et les civils sont pris au piège? Oui, madame. Le visage du capitaine Yoon se durcit. Elle avait grandi sur New Sol, l'une des colonies les plus paisibles de l'humanité. L'idée d'extraterrestres agressifs attaquant des civils sans défense réveillait en elle quelque chose de profondément primitif. Cap sur Ketra, vitesse maximale, et envoyez un message à la salle des machines. Je veux toute la puissance qu'ils peuvent me fournir. Pendant ce temps, sur la planète Ketra Prime, la situation se dégradait rapidement. Depuis son centre de commandement, la commandante Anna observait le silence des dernières plateformes de défense orbitale. La flotte Vortan contrôlait désormais l'espace autour de leur monde. « Commandant, nous détectons des vaisseaux d'atterrissage Vortan entrant dans l'atmosphère », rapporta son opérateur de capteur. Environ 40 000 soldats dans la première vague. Anna se sentait mal. 40 000 soldats ennemis contre les maigres défenses terrestres de sa planète. Les Keteran avaient toujours été des explorateurs et des scientifiques, pas des guerriers. Leur armée était conçue pour le maintien de la paix et la gestion des catastrophes, pas pour repousser une invasion de grande ampleur. « Et les sites d'évacuation ?» demanda-t-elle. L'embarquement des civils se poursuit, mais les Vortans ciblent les routes de transport. Nous avons perdu le contact avec les sites 4 à 7. La voix du docteur Mignot crépita dans le système de communication. « Commandant, je reçois toujours des nouvelles de la flotte humaine de Terra. Ils signalent être en route avec des forces importantes. Quelle est leur importance? Les chiffres changent constamment, mais leur dernière transmission mentionnait plus de 100 vaisseaux. » Hannah marqua une pause. 100 vaisseaux, cela semblait une force énorme, mais elle n'avait aucune idée des capacités militaires humaines. Pour autant qu'elle sache, il pouvait s'agir de petits patrouilleurs rudimentaires. Avez-vous une idée de leur heure d'arrivée? Dans environ 14 heures, si leurs estimations de vitesse sont exactes. 14 heures. Anna observa l'écran tactique montrant les forces Vortan se propageant sur sa planète natale comme une épidémie. Son peuple pourrait-il tenir encore 14 heures? Unité de défense, ici le commandement, annonça-t-elle. Nous avons la confirmation que des forces alliées sont en route. Des forces alliées importantes. Nous devons tenir nos positions et protéger les sites d'évacuation civile jusqu'à leur arrivée. Je sais que nous ne sommes pas des guerriers, mais aujourd'hui, nous nous battons pour nos familles, nos enfants et notre avenir. Chaque balle compte. Dans les profondeurs de l'espace, la flotte d'intervention humaine grossissait d'heure en heure. Des vaisseaux dispersés dans des dizaines de systèmes stellaires convergeaient un vers un point unique. Le système Ketra. C'était la plus grande mobilisation de forces militaires humaines depuis que l'espèce a conquis les étoiles. L'amiral Park se tenait dans son bureau, examinant les derniers rapports de la flotte. Les chiffres étaient stupéfiants, même pour lui. Cuirassés, croiseurs, destroyers, porte-avions, vaisseaux de soutien. L'humanité envoyait tout ce qu'elle possédait. Le lieutenant Yuna entra avec une nouvelle mise à jour. « Monsieur, les forces de défense martiennes fournissent 6 vaisseaux. La flotte de la station Jupiter en envoie 12. Et nous venons d'apprendre que la division marine d'Europa se prépare à un déploiement terrestre. » Un déploiement terrestre?
Nous ignorons même si nous aurons besoin de troupes au sol. Monsieur, le commandement a estimé qu'il valait mieux les avoir et ne pas en avoir besoin que l'inverse. » L'amiral Park acquiesça. Voilà, en résumé, la pensée militaire humaine, une préparation extrême pour parer à toute éventualité. Lieutenant, transmettez un message à la flotte. Tous les vaisseaux doivent se préparer au combat dès leur arrivée. Les règles d'engagement sont simples. Toute force attaquant Ketra ou menaçant les civils sera considérée comme hostile et engagée sans avertissement. Monsieur, ne devrions-nous pas tenter d'abord de communiquer? L'amiral Park repensa au message de détresse qu'ils avaient reçu. Bombardement orbital, victimes civiles, une espèce pacifique menacée d'extinction. Les Vortans ont ouvert le dialogue lorsqu'ils ont commencé à bombarder les villes. Nous répondrons de la même manière. Tandis que la flotte humaine filait à travers l'hyperespace vers Ketra, ni les Keterans, ni les Vortans n'imaginaient ce qui les attendait. Les extraterrestres qui avaient lancé un appel à l'aide désespéré allaient bientôt découvrir que l'humanité prenait la protection des innocents très au sérieux. Et quand les humains décidaient de protéger quelqu'un, ils n'envoyaient pas une mission de sauvetage, mais une armada. Le général Tain se tenait sur la passerelle de son vaisseau amiral, le Dreadnought Vortan Dominion, observant avec satisfaction ses forces achever la conquête du système Ketra. Les extraterrestres avaient opposé une résistance pitoyable, à peine suffisante pour parler de combat. En 3 jours, sa flotte avait balayé leur défense orbitale et établi une supériorité spatiale totale. Général, les forces terrestres signalent une résistance civile minimale, rapporta son aide. Les Kétériens semblent privilégier l'évacuation au combat. Comportement typique d'une espèce faible, répondit Tain d'un ton dédaigneux. Combien de temps avant que nous contrôlions entièrement la planète? Environ 6 heures, monsieur. Les derniers centres de population sont mal défendus, acquiesça Tain. Une conquête facile de plus pour l'Empire Vortan. Les Kétériens feraient de bons esclaves une fois brisés, et leur monde regorgeait de ressources précieuses. C'était exactement le genre de victoire qui lui permettrait de gravir les échelons de la hiérarchie impériale. « Monsieur !» s'écria soudain l'opérateur des capteurs. « Je détecte des anomalies spatiales à la limite du système. Contacts multiples. Des vaisseaux de réfugiés qui tentent de s'échapper ?» demanda Tain sans grand intérêt. « Négatif, monsieur. Ce sont des contacts importants, très importants. » Tain se dirigea vers le poste de détection. Son intérêt fut enfin à son comble. L'écran affichait des dizaines d'objets massifs sortant de l'hyperespace à la limite du système. À mesure que davantage de capteurs se concentraient sur les contacts, les détails devenaient plus nets. « Monsieur, ce sont des vaisseaux de guerre, de gros vaisseaux. J'en compte 40. Non, 60 contacts. Le nombre ne cesse d'augmenter. De quelle espèce s'agit-il » demanda Tain. « Inconnu, monsieur. Elle ne figure pas dans nos bases de données. » Pour la première fois depuis le début de l'invasion, le général Tain ressentit une pointe d'inquiétude. L'Empire Vortan disposait de renseignements détaillés sur toutes les grandes puissances militaires de cette région de l'espace. Si ces vaisseaux appartenaient à une espèce inconnue, cela signifiait soit un premier contact, soit une très mauvaise surprise. Sur Ketra Prime, le docteur Minot manipulait frénétiquement ses capteurs lorsque les relevés commencèrent à apparaître sur ses écrans. Après des jours passés à observer uniquement des vaisseaux vortins, l'apparition soudaine de nouveaux contacts fit battre son cœur à tout rompre. Anna. Il appela par liaison radio. Tu dois voir ça. La commandante Hannah se précipita vers le poste de capteur, s'attendant à de mauvaises nouvelles concernant les forces terrestres vortanes. Au lieu de cela, elle vit quelque chose qui lui coupa le souffle. « Ce sont des vaisseaux ?» murmura-t-elle. « 67 contacts et ça continue », confirma Mignot. « Ils sont immenses, Hannah. Certains sont plus grands que tout ce que nous avons dans nos bases de données. Sont-ce les humains de Terra? Je le crois. Les premiers contacts correspondent à l'heure d'arrivée, estimée qu'ils nous ont donnée. » Hannah fixa l'écran, muette de stupeur. Quand les humains avaient annoncé l'envoi de renforts, elle avait imaginé une petite flotte de 5 ou 10 vaisseaux.
Jamais elle n'aurait cru qu'une espèce puisse dépêcher près de 70 navires de guerre pour secourir de parfaits inconnus. Commandant, nous recevons une transmission, annonça l'officier de communication. Elle est sur toutes les fréquences. Transmettez-la. Une voix humaine. Emplit le centre de commandement, parlant un langage commercial universel, avec un accent, mais parfaitement intelligible. Ici l'amiral Jiho Park de l'Initiative de défense terrienne. Force de la quatrième main, vous avez attaqué nos alliés et commis des actes de génocide. Vous avez 30 secondes pour commencer à vous retirer de ce système, sinon nous vous éliminerons. La transmission fut coupée, plongeant le centre de commandement Ketran dans un silence stupéfait. Hana n'avait jamais entendu une voix aussi calme et assurée. L'amiral humain parlait comme si la présence de plus de 60 vaisseaux de guerre était une chose banale pour son peuple. À bord du Dominion, le général Tain réagissait tout autrement à la transmission humaine. Sa surprise initiale laissait rapidement place à l'arrogance impériale. « Alliés !» ricana-t-il. « Ces Kétériens ont lancé un appel à l'aide et voilà que ces inconnus prétendent être leurs alliés. Monsieur, devons-nous intervenir ?» demanda son officier de communication. « Bien sûr que nous intervenons. Pour qui se prennent-ils, ces primitifs ?» Tain activa le système de communication de la flotte. « Espèce inconnue, vous entravez une conquête légitime autorisée par l'Empire Vorton. Ce système et toutes ses ressources nous appartiennent désormais de plein droit par supériorité numérique. Retirez-vous immédiatement ou vous en subirez les conséquences. » La réponse ne tarda pas. Message diffusé sur toutes les fréquences du système. 30 secondes s'écoulèrent. Vaisseau humain, vous êtes désarmés. Montrez-leur pourquoi on n'attaque pas les innocents tant que des humains sont en vie. Ce qui suivit serait étudié dans les académies militaires de la galaxie pendant des siècles. La flotte humaine s'était positionnée en formation de combat parfaite, profitant de la distraction des Vortons par des négociations. Le vaisseau amiral de l'amiral Park, le TDS Harmony, occupait le centre, tandis que les imposants cuirassés se déployaient en ligne de combat. Les vaisseaux humains avaient déjà déployé leurs escadrilles de chasseurs, créant des nuages de petites cibles rapides qui encerclaient les plus gros vaisseaux. Le capitaine Kyung-Sik Kim, commandant du TDS Invictus, avait mis à profit le temps de transit pour étudier tout ce que les renseignements pouvaient lui révéler sur la conception des vaisseaux Vorton. Leurs vaisseaux étaient conçus pour intimider et imposer une puissance de feu écrasante à des adversaires plus faibles, mais ils étaient dépourvus des systèmes défensifs sophistiqués dont disposaient les vaisseaux humains. Toutes les batteries. « Visez le croiseur Vorton de tête », ordonna-t-il. Tir large, projectile Tchenyo à pénétration en tungstène. Les canons principaux de l'Invictus firent feu simultanément. 8 projectiles massifs de canons électromagnétiques, pesant chacun plusieurs tonnes et se déplaçant à une fraction significative de la vitesse de la lumière, frappèrent le croiseur Vorton dans un ordre parfait. Les boucliers du vaisseau ennemi s'illuminèrent un instant, puis s'effondrèrent. Les obus en tungstène transpercèrent la coque comme du papier. Le croiseur Vorton explosa dans un éclair aveuglant. Dans toute la flotte humaine, des scènes similaires se déroulèrent, les vaisseaux ouvrant le feu les uns après les autres. Les humains avaient passé des décennies à perfectionner leurs armes et leurs tactiques en vue d'engagements navals majeurs. Les Vortons, habitués à écraser leurs adversaires les plus faibles, se retrouvèrent face à un ennemi non seulement leur égal, mais leur supérieur en tout point de l'art de la guerre. Le capitaine Won Jae-han commandait le TDS Unbreakable, le plus grand vaisseau de la flotte humaine. Son cuirassé était équipé d'armes conçues pour détruire des planètes, et il n'hésitait pas à s'en servir. Lorsqu'un cuirassé Vorton tenta de fuir vers la planète, le vaisseau de Han ouvrit le feu avec son canon dorsal principal. Le rayon d'énergie, alimenté par la pleine puissance des réacteurs du vaisseau, frappa le cuirassé en fuite au milieu d'une flotte. Le vaisseau Vorton se disloqua, déchiré en deux par la violence du choc. « Visez le prochain plus gros vaisseau », ordonna calmement Han. Ces gens doivent comprendre qu'attaquer des civils innocents a des conséquences. Dans le chaos des combats, la frégate furtive TDS Phantom du capitaine Sujin Nam
traquait les vaisseaux de commandement Vorton. Son navire avait été conçu précisément pour ce genre de mission. Se faufiler à travers les formations ennemies et éliminer les cibles de grande valeur. « Madame, j'ai une cible dégagée, ce qui semble être leur vaisseau amiral », annonça son officier d'armement. « Y a-t-il des vaisseaux humains dans la ligne de tir ?» Négatif. Tir parfait. Feu. Les torpilles du fantôme étaient là conçues pour la furtivité et une puissance de feu maximale. Elles s'approchèrent du vaisseau amiral Vorten sans être détectées, leurs ogives chargées d'antimatière. Lors de l'attaque, le vaisseau du général Tain disparut dans une explosion d'énergie d'annihilation qui éclipsa brièvement l'étoile du système. Sur Ketra Prime, les défenseurs Ketran observèrent paître la bataille, avec un mélange d'admiration et de terreur. Les humains combattirent avec une précision et une férocité incroyables. Chaque mouvement était coordonné, chaque tir parfaitement placé. Ils traversaient la flotte Vortan comme des prédateurs de premier ordre, démantelant les vaisseaux avec une précision chirurgicale. « Docteur Minot » dit doucement le commandant Hanna, « dans quel pétrin nous sommes-nous fourrés ?» Mignot examinait les relevés des capteurs avec un étonnement croissant. « Je ne crois pas que nous ayons appelé des renforts, Hanna. Je crois que nous avons réveillé par inadvertance l'une des plus grandes puissances militaires de la galaxie. La bataille a duré exactement 47 minutes. À son terme, la flotte d'invasion Vorton était entièrement détruite ou hors de combat. Aucun vaisseau humain n'a été perdu, et seuls 3 ont signalé des dégâts mineurs. » La voix de l'amiral Park résonna de nouveau sur les fréquences de communication du système. La voix de l'amiral Park résonna de nouveau sur les fréquences de communication du système. « Ketra Prime, ici l'amiral Park. La menace immédiate qui pesait sur votre système a été neutralisée. Nous détectons des forces terrestres Vortan sur votre planète. Avez-vous besoin d'assistance pour les opérations au sol ?» La commandante Hanna observa son équipage, épuisé et stupéfait, depuis son centre de commandement. Ils avaient lancé un appel de détresse au hasard, espérant que quelqu'un, n'importe qui, dépêcherait quelques navires pour participer à l'évacuation. Au lieu de cela, ils avaient fait appel à l'humanité, et l'humanité, semblait-il, prenait la protection des innocents très au sérieux. « Amiral Park, » répondit-elle d'une voix légèrement tremblante, « nous vous serions très reconnaissants de toute aide que vous pourriez nous apporter. » Avec précaution, nous vous serions très reconnaissants de toute aide que vous pourriez nous apporter. Bien compris. Les opérations de débarquement des marines vont commencer immédiatement. Tenez bon, la cavalerie est arrivée. La première vague de marines humains a frappé Ketra Prime comme une tempête. Le sergent-chef Jin-Woo Park a mené son peloton depuis les vaisseaux d'assaut à bord de capsules de largage blindées, leurs boucliers thermiques incandescents, tandis qu'ils fendaient de l'atmosphère. Il avait combattu lors de conflits frontaliers et d'opérations de maintien de la paix, mais jamais dans une mission de libération comme celle-ci. « Écoutez-moi » cria-t-il dans le système de communication, tandis que les capsules diffusaient le mot d'ordre planétaire. Les renseignements indiquent que les Vortons ont déployé 40 000 hommes sur le terrain, principalement concentrés autour des grandes villes. Notre mission est de nous interposer entre eux et la population civile. Les règles d'engagement sont simples. S'ils tirent sur des civils ou sur nous, neutralisez-les. Les capsules de largage s'écrasèrent au sol aux abords de la capitale de Ketra Prime, avec un impact retentissant, creusant de petits cratères dans le sol extraterrestre. Le sergent Park ouvrit la porte de sa capsule d'un coup de pied et essuya immédiatement des tirs provenant des positions Vorten dans les bâtiments voisins. Contact front. Il cria, plongeant à couvert derrière sa capsule. Des Vortans dans le complexe administratif. Ces marines se déployèrent avec une efficacité rodée, établissant des positions défensives et ripostant. Les Vortans s'attendaient à affronter des civils Ketran, légèrement armés et non des soldats humains lourdement équipés. Les premiers échanges de tirs leur firent clairement comprendre leur infériorité numérique. Le soldat Kyung-Min Lee maniait l'arme lourde de l'escouade, un canon électromagnétique portable, capable de perforer le blindage des véhicules. « Sergent, j'ai plusieurs contacts aux étages supérieurs de ce bâtiment. Neutralisez-les. » L'arme de Lee vrombissait en se chargeant, puis
tirait avec un claquement sec. Le projectile en tungstène traversa le mur extérieur du bâtiment comme s'il était en carton, et le poste de tir Vortin se tut. Beau tir. Continuez. Des scènes similaires se déroulaient sur toute la planète, tandis que des marines humains débarquaient dans chaque grande concentration Vortan. Les extraterrestres s'attendaient à une occupation facile d'un monde sans défense. Au lieu de cela, ils se retrouvèrent à livrer une bataille tridimensionnelle contre un ennemi qui semblait surgir de partout à la fois. Le lieutenant So-Young Kim menait son peloton à travers le quartier résidentiel où des milliers de civils Ketrans étaient piégés chez eux. Les Vortans faisaient du porte-à-porte pour rassembler les familles et les recenser. Ils se retrouvèrent alors attaqués par des humains qui se battaient avec une fureur terrifiante. « Madame, il y a des civils dans cet immeuble », rapporta le caporal Jesung en désignant un complexe d'appartements encerclé par les troupes Vortan. « Combien d'ennemis ? Une vingtaine, on dirait. Ils ont encerclé l'immeuble. » Le lieutenant Kim analysa rapidement la situation tactique. Les Vortans utilisaient les civils comme boucliers humains, rendant un assaut direct dangereux. Mais elles s'étaient entraînées précisément pour ce genre de scénario. « Caporal, contournez-les par derrière avec votre escouade. Attendez mon signal, puis attaquez-les par derrière. Je m'occupe du reste et je passe par l'avant. Madame, il y a beaucoup d'ennemis pour un assaut frontal. » Kim sourit d'un air sombre. « Caporal, ces Vortans se battent contre des civils depuis 3 jours. Ils vont bientôt découvrir ce qui arrive quand on affronte de vrais soldats. » L'attaque fut rapide et décisive. L'escouade de Kim frappa les positions Vortan de front, tandis que l'équipe du caporal Jae-sung les prenait par derrière. Prises en tenaille par 2 forces de marines aguerries, les troupes Vortan ne tinrent pas plus de 5 minutes. « Bâtiment sécurisé !» cria Kim. « Équipe médicale, nous avons besoin de renforts pour l'évacuation des civils. » Dans l'espace, au-dessus de la planète, la flotte humaine coordonnait l'assaut terrestre avec une précision chirurgicale. L'amiral Park avait installé son centre de commandement à bord du TDS Harmony, d'où il pouvait surveiller la situation orbitale et les opérations de surface. « Monsieur, nous détectons des renforts Vorton entrant dans le système », rapporta le lieutenant Yuna. « On dirait une flotte importante, au moins 50 vaisseaux. » L'amiral Park étudia la configuration tactique. La nouvelle force Vorton était plus nombreuse que la flotte d'invasion initiale, manifestement envoyée pour neutraliser ce que l'Empire prenait pour une petite force de secours. Ils étaient loin de se douter de ce qui les attendait. Ils n'avaient aucune idée de ce qui les attendait. Composition de la flotte ennemie, plusieurs cuirassés, des croiseurs lourds et ce qui semblait être des transports de troupes. Ils comptaient sans aucun doute reprendre le système. Temps d'interception, 40 minutes à la vitesse d'approche actuelle. L'amiral Park acquiesça. Signalez à tous les vaisseaux, préparez-vous pour le second round et envoyez un message à la flotte Vorton. Dites-leur qu'ils ont une chance de se rendre et de se retirer. Le capitaine Yoon Ji-yoon se trouvait à bord du porte-avions TDS Valkyrie lorsque la nouvelle flotte Vorton fit son apparition. Son vaisseau transportait plus de 200 chasseurs et bombardiers, pilotés par certains des meilleurs pilotes de combat de l'humanité. Elle attendait avec impatience l'occasion de démontrer les capacités de son escadrille. « Décollage immédiat pour toutes les escadrilles », ordonna-t-elle. « La priorité absolue est donnée aux vaisseaux capitaux et aux transports de troupes ennemies. Empêchez-les de débarquer des renforts sur la planète. » Les escadrons de chasseurs jaillirent des baies de lancement du Valkyrie, tels des insectes enragés. Chaque pilote s'était entraîné pendant des années au combat spatial et pilotait ces petits chasseurs rapides avec une précision redoutable. Le commandant d'escadron Tae-min Yu mena la première vague d'attaque contre la flotte Vortan qui approchait. Son chasseur était minuscule comparé aux cuirassés ennemis, mais il était armé de armes capables de mettre hors de combat des vaisseaux bien plus imposants. « Chef dragon à tous les dragons !» lança-t-il sur la fréquence de l'escadron. « Ciblez le cuirassé de tête. Concentrez vos tirs sur ses moteurs. Isolons-les dans l'espace. » Son escadron piqua sur l'imposant vaisseau Vorton, esquivant les tirs défensifs à mesure qu'il se rapprochait à portée d'attaque. Les systèmes de défense rapprochés du vaisseau ennemi étaient conçus pour stopper les missiles et les torpilles,
pas des chasseurs rapides pilotés par des humains qui semblaient n'avoir aucun respect pour leur propre sécurité. « Dragon 3, je suis touché !» cria l'un de ses pilotes. « Dragon 3, ici le chef dragon. Pouvez-vous regagner le porte-vaisseau ?»« Négatif, monsieur. Moteur HS, système de survie défaillant. » Yu regarda le chasseur de son ailier amorcer une spirale vers le cuirassé Vortan. Un instant, il crut que le pilote allait tenter de s'éjecter. Au lieu de cela, la voix de Dragon 3 retentit une dernière fois à la radio. « Chef Dragon, dites à ma famille que j'ai accompli mon devoir. Dragon 3 en mission kamikaze. » Le chasseur s'écrasa à pleine vitesse sur la passerelle du cuirassé Vortan, son carburant et ses munitions restants explosant dans une fracasse assourdissante. Le vaisseau ennemi commença immédiatement à agiter, ses systèmes de commandement étant hors service. « Dragon 3 abattu, c'est confirmé », annonça Yu, la voix étranglée par l'émotion. « Dragon, faites en sorte que tout compte. Nos hommes meurent pour protéger ces civils. » Les escadrons de chasseurs humains décimèrent la flotte Vorton avec une efficacité dévastatrice. Ce que les extraterrestres pensaient être une reconquête facile se transforma en un nouveau massacre, les pilotes humains se jetant sur les vaisseaux ennemis avec un courage suicidaire. À la surface de la planète, la bataille terrestre touchait à sa fin. Les forces Vortan étaient dispersées et démoralisées par l'apparition soudaine de marines humains qui combattaient avec une habileté et une détermination sans précédent. Le docteur Minho avait établi le contact avec les commandants humains au sol et participait à la coordination de la libération des centres civils Ketran. Il se retrouva à travailler directement avec le capitaine Dong Hyun Choi, qui menait l'assaut des marines sur le principal spatioport de la planète. « Docteur Minho, nous devons savoir combien de vos hommes sont encore dans les centres de traitement, » dit le capitaine Choi par radio. « Des centres de traitement ? Les installations où les Vortons détenaient des civils capturés. Nos éclaireurs signalent au moins 3 sites importants. » Minho se sentit mal. Il avait craint que les Vortons ne fassent des prisonniers, mais la réalité était bien pire que ce qu'il avait imaginé. Il pourrait y avoir des milliers de personnes dans ces installations. Alors nous les libérerons. Tous. L'assaut contre les centres de traitement fut l'affrontement le plus intense de la campagne terrestre. Les Vortons avaient fortifié les installations et étaient prêts à exécuter leurs prisonniers plutôt que de se rendre. Mais ils ne s'attendaient pas à affronter des soldats humains qui considéraient les victimes civiles comme une insulte personnelle. La section du sergent Park a pris d'assaut le plus grand centre de traitement avec une force écrasante. À l'aide de charges explosives et de véhicules d'assaut, ils ont percé les défenses Vortun en quelques minutes. « Civils localisés !» a crié Park tandis que son équipe ratissait le bâtiment. « Des équipes médicales sont nécessaires immédiatement. Nous avons des Kétériens blessés. » Le spectacle qui s'offrit aux marines était déchirant. Des centaines de familles kétériennes étaient entassées dans des zones de confinement exigus. Beaucoup étaient blessés, toutes terrifiées. Mais à la vue des soldats humains, leurs visages s'illuminèrent. « Vous êtes venus !» murmura une Kétérine âgée au sergent Park. « Vous êtes vraiment venus. Madame, nous sommes là pour vous sortir de là. Pouvez-vous marcher ?»« Oui, je crois. »« Bien, restez près de mes marines et nous vous sortirons d'ici en un rien de temps. » Alors que la libération de Ketra Prime se poursuivait, la nouvelle de la riposte humaine commença à se répandre dans toute la galaxie. L'Empire Vortan avait envoyé 2 flottes entières pour conquérir un seul système. Les 2 flottes avaient été entièrement anéanties par une force humaine apparue comme par magie. Mais plus encore que la victoire militaire, c'est le comportement humain qui choqua les autres civilisations. Il ne s'agissait ni de conquérants, ni d'avides de gloire. C'étaient des sauveteurs qui avaient traversé l'espace pour secourir de parfaits inconnus, et ils se battaient avec la même fureur que ceux qui protègent leur famille. L'amiral Park, dans son bureau, examinait les rapports de bataille.
La seconde flotte Fortune avait été anéantie encore plus rapidement que la première. Les pertes humaines étaient remarquablement faibles, preuve d'un entraînement et d'un équipement supérieur. Les pertes sur Catherine se seraient chiffrées en millions si les humains n'étaient pas intervenus à temps. Monsieur, le lieutenant Yuna entra avec un rapport final. Toutes les forces Vorton ont été éliminées ou capturées. La planète est sécurisée. Quant aux victimes civiles, le bilan final est encore en cours, mais bien inférieur aux craintes initiales. Les Kétrans parlent de miracle. L'amiral Park hocha lentement la tête. Lieutenant, transmettez un message au commandement Terra. Le système Ketra est sécurisé. Demandez une aide humanitaire immédiate pour la population civile. Monsieur, les Kétrans souhaitent vous parler directement. Leurs dirigeants veulent. Remerciez-nous. L'amiral Park y réfléchit. Comment remercier quelqu'un d'avoir empêché un génocide? Dites-lui que je serai ravi de rencontrer ses représentants. Et lieutenant? Oui, monsieur. Assurez-vous qu'ils comprennent que c'est ainsi que l'humanité agit. Quand des innocents appellent à l'aide, nous répondons présents. La réunion eut lieu dans ce qui avait été la salle du Conseil planétaire de Ketran. Le bâtiment avait subi des dommages lors de l'occupation Vortan, mais des équipes d'ingénieurs humains avaient travaillé toute la nuit pour le rendre à nouveau fonctionnel. La commandante Anna se tenait nerveusement en bout de table, entourée du docteur Minho et des autres membres survivants de son gouvernement. En face d'eux était assis l'amiral Park, bien moins intimidant qu'elle ne l'avait imaginé. Il était plus jeune que sa voix ne le laissait supposer, et son regard bienveillant semblait porter le poids du commandement avec aisance. Plusieurs de ses officiers supérieurs l'entouraient, dont les marines qui avaient mené l'assaut terrestre. « Commandant Hanna, commença l'amiral Park, permettez-moi tout d'abord de vous présenter nos plus sincères condoléances pour les épreuves que vos hommes ont dû endurer. Aucune civilisation ne devrait avoir à affronter ce que vous avez vécu. Amiral, je... » Hanna peinait à trouver ses mots. « Je ne sais comment vous remercier. Lorsque nous avons lancé ce signal de détresse, nous espérions que quelqu'un dépêcherait quelques vaisseaux pour nous aider à évacuer. Nous n'avions jamais quoi imaginer que quelqu'un arriverait avec une flotte entière. » L'amiral Park esquissa un sourire. « Commandant, il semble y avoir eu un malentendu lors de nos premières communications. Nos systèmes de traduction ont interprété votre message comme provenant de colons humains en détresse. » Le docteur Minot se pencha en avant. « Vous pensiez que nous étions des humains. Au départ, oui. Mais même lorsque nous avons compris que vous apparteniez à une espèce totalement différente, cela n'a rien changé. Vous avez demandé de l'aide. C'était suffisant. » Un silence pesant s'installa dans la pièce, tandis que les implications de la situation se faisaient jour. Les humains avaient mobilisé leur plus grande flotte depuis des décennies pour venir en aide à de parfaits inconnus, même après avoir découvert qu'ils n'appartenaient pas à la même espèce. « Mais pourquoi ?» demanda doucement la commandante Anna. « Pourquoi risquer autant pour des gens qu'on n'avait jamais rencontrés ?» L'amiral Park réfléchit attentivement à la question. C'était une question qu'il se posait depuis la fin de la bataille. « Dans la culture humaine, dit-il finalement, nous avons un proverbe. La seule chose nécessaire au triomphe du mal, c'est l'inaction des gens de bien. Votre peuple a appelé à l'aide. Il était menacé de génocide. C'est tout ce que nous avions besoin de savoir. » Le capitaine Kyung-Sik Kim, qui avait mené la bataille spatiale à bord du TDS Invictus, prit la parole. « Commandant, puis-je vous demander ce que votre peuple savait de l'humanité avant cet incident ?» Le docteur Minot consulta sa tablette. « Très peu, je le crains. Nos archives vous répertoriaient comme une espèce ayant récemment conquis l'espace, originaire d'une petite planète. Nous ignorions tout de vos capacités militaires. » Les officiers humains échangèrent des regards. Le lieutenant Yuna Lee, restée silencieuse jusque-là, demanda « Que disent vos archives à présent ?»« À présent ?» Le docteur Minot parut légèrement décontenancé. « Nous savons maintenant que l'humanité possède l'une des forces militaires les plus puissantes de cette région de la galaxie. Votre coordination, votre technologie, vos tactiques, nous n'avons jamais rien vu de tel. » L'amiral Park acquiesça. « Nous nous préparons à des conflits majeurs
depuis que nous avons atteint les étoiles. Quand les humains se battent, ils se battent pour gagner de façon décisive. Mais commandant, là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est de reconstruire votre monde. Comme si ces paroles l'avaient appelé, la porte de la salle s'ouvrit et un groupe d'humains en uniforme d'ingénieurs entra. À leur tête se trouvait le commandant Tai Ho-yu, ingénieur en chef du TDS Invictus. Amiral, excusez-moi de vous interrompre, mais je souhaitais informer les dirigeants de Ketran de l'avancement de nos efforts de reconstruction. Je vous en prie, continuez. Le commandant Yu activa un projecteur holographique qui afficha une carte tridimensionnelle de Ketran Prime. Nous avons évalué les dégâts causés à vos principales villes et infrastructures. La bonne nouvelle est que la plupart des systèmes critiques peuvent être réparés en quelques semaines. Nous mobilisons des équipes d'ingénieurs de 12 colonies humaines pour nous prêter main forte. Vous reconstruisez nos villes ? Demanda Hana, stupéfaite. Madame, c'est bien le moins que nous puissions faire. Votre peuple a souffert parce que des forces agressives ont attaqué des innocents. L'humanité le prend mal. Le docteur So Young Lim, médecin-chef de la flotte humaine, entra dans la salle, une tablette médicale à la main. Amiral, je voulais vous faire un rapport sur les victimes civiles. L'amiral Park prit un air grave. Quelle est la gravité de la situation? Mieux que ce que nous craignons. Grâce aux efforts d'évacuation des Ketrans et à notre intervention rapide, le nombre total de victimes civiles est inférieur à 10 000. Il aurait pu se chiffrer en millions. Les larmes montèrent aux yeux de la commandante Hana. 10 000 des siens avaient disparu à jamais, mais l'intervention humaine en avait sauvé des millions d'autres. Docteur Lim, dit-elle doucement, de quoi votre peuple a-t-il besoin? Comment pouvons-nous nous acquitter de cette dette? Madame, l'interrompit l'amiral Park, il n'y a pas de dette. Vous ne nous devez rien. Mais il doit bien y avoir quelque chose. Des ressources, de la technologie, des concessions territoriales. Les officiers humains semblaient sincèrement perplexes. Le capitaine Dong Hyun-choi, qui avait mené l'assaut des marines, secoua la tête. Commandant, nous ne sommes pas venus pour être payés. Nous sommes venus parce que des gens avaient besoin d'aide. Le docteur Minot avait observé les humains tout au long de la réunion, tentant de comprendre leur motivation. Amiral, excusez-moi, mais d'un point de vue stratégique, cela n'a aucun sens. Vous avez engagé d'énormes ressources militaires pour aider une espèce qui ne peut rien vous offrir en retour. Comment justifiez-vous cela auprès de votre gouvernement? L'amiral Park sourit. Docteur Minho, vous raisonnez comme un politicien. Mon gouvernement ne nous a pas envoyés ici pour un avantage stratégique. Il nous a envoyés parce que c'était la chose à faire. La chose à faire, répéta lentement Hana. Est-ce vraiment ainsi que votre peuple prend des décisions, quand il s'agit de protéger des innocents? Oui. La réunion se poursuivit pendant plusieurs heures, les humains exposant leur plan d'aide au rétablissement de Ketra. Des équipes médicales resteraient sur place pour soigner les blessés. Le génie militaire contribuerait à la reconstruction des infrastructures endommagées. Une petite flotte serait stationnée dans le système pour assurer la sécurité, pendant que Ketra reconstruirait ses défenses. Mais c'est la dernière partie de la discussion qui allait changer à jamais la politique galactique. Commandant Hana, annonça l'amiral Park alors que la réunion touchait à sa fin, l'initiative de défense terrienne souhaite proposer une alliance formelle à Ketra. Nous comprenons que vous ayez besoin de temps pour réfléchir. Oui, répondit Hana aussitôt. Je suis désolé. Oui, nous acceptons. Immédiatement et avec gratitude. L'amiral Park jeta un coup d'œil à ses officiers, puis au dirigeant Catherine. Commandant, vous devriez peut-être en discuter d'abord avec votre peuple. L'alliance avec l'humanité implique que nous attendons de vous le respect de certains principes, la protection des civils et l'assistance aux espèces en détresse. Opposition à l'expansionnisme agressif. Amiral, intervint le docteur Mignot. Ce sont des principes que nous avons toujours défendus. Nous n'avions simplement jamais eu la force de les faire respecter. Et maintenant, vous l'avez. Nous avons maintenant des alliés qui nous aideront à les faire respecter. La cérémonie officielle d'alliance eut lieu 3 jours plus tard et fut retransmise dans l'espace humain et Ketran.
Ce fut une cérémonie simple, sans grand discours ni protocole complexe. L'amiral Park et la commandante Anna signèrent un document engageant leur peuple à se défendre mutuellement et à partager des principes communs. Mais le véritable impact se fit sentir à travers la galaxie, tandis que d'autres civilisations observaient les événements. Les humains étaient apparus de nulle part, avaient détruit 2 flottes Vortune, libéré un monde entier, puis proposé une alliance au lieu d'exiger un tribut. La nouvelle se répandit rapidement par les voies diplomatiques. La Confédération altarienne mit discrètement à jour ses dossiers sur l'humanité, prenant note de son engagement apparent à protéger les civils. Les chanteurs de cristal de Vega. 3 adressèrent un message officiel de félicitations aux 2 espèces. Même l'alliance commerciale du Nexus, entièrement dédiée au commerce, commença à discuter d'éventuels accords commerciaux avec cette nouvelle puissance. Mais c'est la réaction des petites civilisations pacifiques qui s'avéra cruciale. Des espèces qui vivaient dans la crainte de voisins agressifs réalisèrent soudain qu'il existait dans la galaxie quelqu'un prêt à les aider. La première demande d'alliance émana de la République de Delia, une petite confédération, demandée minière menacée par les pirates depuis des années. Puis vint le collectif pacifique d'Arcturus, un groupe d'artistes philosophes n'ayant jamais développé de technologie militaire. En quelques semaines, 17 civilisations différentes soumirent des demandes officielles pour rejoindre ce qui allait devenir l'Alliance terrienne. L'amiral Park se retrouva dans la position inhabituelle d'être à la fois diplomate et commandant militaire. Il rencontra délégation après délégation, chacune représentant des espèces qui n'avaient jamais imaginé pouvoir tenir tête aux tyrans galactiques. « Amiral », déclara l'ambassadrice Vera de la République de Delia, « mon peuple est terrorisé par les pillards depuis des générations. Nos vaisseaux sont détruits, nos colonies pillées. Nous avons lancé des appels de détresse comme les Kétériens, mais personne n'est jamais venu. Ambassadrice, si vous rejoignez l'Alliance, l'humanité considérera toute attaque contre votre peuple comme une attaque contre le sien. Êtes-vous prête à assumer cette responsabilité? Vous voulez dire, sommes-nous prêts à aider à défendre les autres comme vous avez défendu Ketra? Exactement, répondit l'ambassadrice Vera avec un sourire. Amiral, mon peuple n'est peut-être pas composé de guerriers, mais nous comprenons la gratitude. Si l'humanité est prête à protéger les innocents, alors nous sommes prêts à contribuer à cette mission. Des conversations similaires eurent lieu avec des dizaines d'espèces au cours des semaines suivantes. La galaxie observait avec stupéfaction l'émergence d'un phénomène sans précédent. Une alliance militaire fondée non pas sur le profit mutuel ou l'expansion territoriale, mais sur des principes partagés de protection des innocents. Le docteur Minot, devenu le principal interlocuteur de Ketra auprès des forces humaines, se retrouva à jouer le rôle de conseiller officieux auprès des espèces envisageant de rejoindre l'Alliance. L'expérience de son peuple avec l'humanité faisait d'eux de précieux interprètes de la culture et des motivations humaines. L'essentiel, expliqua-t-il à une délégation des mondes gardiens, c'est que les humains sont sincères. Quand ils promettent de vous protéger, ils se démènent pour vous. Mais qu'attendent-ils en retour? Que vous fassiez de même pour les autres. C'est tout. C'est tout. C'est tout. À mesure que l'alliance terrienne s'étendait, l'équilibre des forces dans la galaxie commença à se modifier. Des espèces agressives, habituées à la conquête facile, se retrouvèrent soudain confrontées à la possibilité d'une intervention humaine. L'Empire Vorton, ayant perdu 2 flottes en quelques jours, annonça un retrait stratégique de tous les territoires contestés. La commandante Hannah se tenait dans son centre de commandement reconstruit. À travers les nouvelles fenêtres renforcées, les vaisseaux humains patrouillaient le système, guettant le moindre signe d'agression. Mais surtout, les vaisseaux de Catherine commençaient à se joindre à eux en patrouille, son équipage apprenant les tactiques humaines et partageant en retour son propre savoir. Le commandant, le docteur Minot, entra avec le dernier rapport du Conseil de l'Alliance. Nous avons reçu 3 nouvelles demandes d'adhésion cette semaine. Les humains veulent savoir si nous pouvons assurer une liaison culturelle, bien sûr.
De quoi l'amiral Park a-t-il besoin? Il veut s'assurer que les nouveaux membres comprennent bien ce à quoi ils s'engagent. Apparemment, certaines espèces pensent qu'une alliance avec l'humanité leur permet de demander de l'aide pour conquérir leurs voisins. Hannah rit. Je suppose que l'amiral a rectifié ce malentendu avec fermeté. Ses mots exacts furent Nous n'aidons pas les peuples à en conquérir d'autres. Nous les aidons à résister à la conquête. Tandis que Hannah contemplait les étoiles, elle repensait à ce simple appel de détresse qui avait tout changé. Son peuple était menacé d'extinction, seul dans les ténèbres. Désormais, il faisait partie de quelque chose de plus vaste, une communauté grandissante de civilisations unies par la volonté de se protéger mutuellement et de s'opposer à ceux qui s'en prenaient aux innocents. Quelque part là-bas, la faim,